Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, C'est l'été, c'est la fête. On va pouvoir parler de mort aujourd'hui. c'est ça. Sujet riche puisqu'il n'a jamais de discontinuité dans son alimentation, malheureusement. Alors, on va aborder 3 ou 4 petits sous-sujets par rapport à la mort aujourd'hui, sous l'angle libéral, bien sûr. Et je te propose que l'on commence avec quelque chose de relativement immonde, qui est un petit reportage. On va l'écouter, je pense, en entier sur un problème récurrent au Québec, mais je pense que c'est pas qu'au Québec, qui est le domaine de la santé et qu'on devrait plutôt appeler le ministère de la mort. On va écouter pourquoi tout de suite. J'envoie ça. On s'en va dans un mur encore plus que maintenant. Faute d'action concrète du gouvernement et de l'Agence Santé Québec, les médecins spécialistes reviennent à la charge. C'est toujours quelque chose et c'est toujours repoussé, puis ça se passe pas. Puis pendant ce temps-là, le patient meurt sur la liste d'attente. Le rythme des décès se poursuit de la même façon. Imaginez succomber tout simplement parce que vous attendiez, impuissant, l'opération qui aurait peut-être pu vous sauver. Les docteurs Perrault et Quentin veulent être entendus, et vite. En 6 mois seulement, des dizaines de patients québécois sont décédés en attente d'une chirurgie cardiaque, selon leur triste décompte. On a constaté au cours des 6 derniers mois une quarantaine de patients. On en avait déjà plus de 80 lors de la période précédente, l'année précédente. Car ce n'est pas la première fois qu'ils dénoncent la situation depuis 2019. Les deux se battent pour leurs collègues perfusionnistes, essentiels au travail des chirurgiens cardiaques. Ils doivent être mieux traités et mieux rémunérés, disent-ils. On a les chirurgiens, on a parfois les infirmières, la plupart du temps ça va. On a les salles, mais qui ne roulent pas parce que les perfusionnistes sont en nombre trop insuffisant. On est très reconnaissant de cet appui-là, mais effectivement, c'est un enjeu. Selon l'association qui les représente, on en compte actuellement environ 70 dans la province. Une vingtaine de postes seraient non comblés. Beaucoup ont fait le choix de quitter, que ce soit vers l'Ontario ou les États-Unis ces dernières années. On prend plus de personnes, par contre, on en parle de plus en plus. Actuellement, un perfusionniste va commencer au premier échelon à 30 et 71 $ de l'heure. Le salaire maximal à 56 et 34 $. Quand on compare avec nos collègues à Ottawa, au CHIO, on commence avec un salaire d'entrée à 64 et 14 pour aller vers 80 $ de l'heure. Au 3 mai dernier, 1198 patients attendaient une chirurgie cardiaque au Québec. Pas moins de 65 % étaient considérés hors délai. Le ministère de la Santé se dit préoccupé et souhaite obtenir toutes les données. Il affirme toutefois que la non-disponibilité d'un perfusionniste est le motif invoqué dans moins de 1 % des... Bon, je passe sur les petites chamailleries entre l'Ordre des médecins, le ministère de la mort et tout ça. Moi, j'ai 2 remarques. Évidemment, le ministère de la mort, il porte bien son nom maintenant, mais ni l'un ni l'autre, je parle des partis qui se disputent là, entre l'Ordre des médecins et puis le ministère, ne propose un marché pour régler la situation. Et malgré le fait que, ça c'est ma deuxième remarque, que le marché de toute façon fait son œuvre, puisque d'après ce que disent les médecins, ils se barrent ailleurs parce qu'ils sont mieux payés ailleurs. Mais pourtant, il ne leur vient pas à l'esprit de dire libérons le marché, faisons en sorte que la profession de médecin soit une vraie profession libre et que les choses se passent de manière comme ça, pacifique et commerciale. Ils ne le feront pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. S'ils font ça, ils disparaissent. Leur existence même perd son sens. De même qu'en France, ils ne le feront pas. En Québec, qui a l'air gratiné, effectivement, le Québec. Il est évident qu'ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas concevoir ce genre de choses. Ils s'y refusent. Ça va être un pays bien communiste, et comme tous les pays communistes, ils vont gérer la pénurie. Oui, on y est dedans. Morbide pour morbide, j'ai remarqué qu'il y avait une quarantaine. Il y avait une quarantaine de morts, si j'ai bien compris. Donc j'ai compris qu'en fait, la file d'attente était une forme de quarantaine, mais c'est très morbide comme humour. Oui, mais n'hésitons pas aujourd'hui à nouveau entrer dans le sujet. Donc la démocratie, quand elle se met à gérer autre chose que ce que proposent les minarxistes, c'est-à-dire le régalien, on aboutit à des pénuries de médecins, de nourriture, de tout ce qu'on veut, mais si on voulait faire une petite pique, on pourrait dire que ce serait la même chose qui arriverait dans un environnement
où l'État se préoccuperait justement que du régalien. Il y aurait forcément à un moment donné ou trop peu ou trop de police, par exemple. C'est ce que j'allais dire, tu vois, j'ai réagi tout de suite quand tu as dit la démocratie. Je pense que c'est pas spécifique à la démocratie, tu vois, c'est quoi, tu pourrais me dire que qu'est-ce qui différencie la démocratie d'une dictature ou quoi que ce soit, donc tu aurais raison. Donc, ok. Mais je pense que c'est pas un problème de démocratie, là, c'est un secteur réglementé et non pas régulé. J'aimerais qu'on cesse de dire régulé. Réglementé, avec monopole, où il n'y a pas de marché, c'est ce que tu dis. Et donc, comme il n'y a pas de marché, il ne peut pas y avoir de souplesse et de réaction au marché. Les chirurgiens, effectivement, puisque c'est ça la profession concernée ici, ne peuvent pas voir leur légitime revendication, pour le coup, eu égard à leurs compétences et à la criticité de leur métier, compensée, puisque manifestement il y a des offres par ailleurs. Bon, à partir du moment où c'est le cas, c'est un mécanisme économique bien connu, décrit, que nous avons décrit, que Bastia décrit, donc c'est rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. Réglementer un marché, ça crée des pénuries et ça donne ce genre de choses. Alors quand c'est le secteur de la santé, c'est morbide, comme tu dis, mais c'est parfaitement logique. Et l'erreur est bien sûr chez tous ceux qui pensent qu'au contraire, la santé, parce qu'elle peut amener à ce genre de tristes effets, doit être protégée des effets du marché. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Alors, si je parlais de démocratie, c'est parce que c'est bien sûr le meilleur de tous les systèmes. Et que même dans le meilleur de tous les systèmes, ça fout la merde et ça tue des gens, mais de manière littérale, pas de manière figurative ou de manière hypothétique. Ça tue littéralement des gens qui meurent grâce au ministère de la mort, au ministère de la Santé, qui empêche les gens d'accéder à des soins. J'ai déjà parlé du fait que personnellement, moi qui vis au Québec, justement, je fais de plus en plus affaire avec le système privé, qui est quand même encore légal. Donc, on a le droit d'aller voir des médecins privés en payant très cher, hein, bien entendu. Donc, je paye 2 fois, en fait. Je paye avec mes impôts, plus les factures du privé. Et dans le privé même, mon médecin me dit qu'il est emmerdé parce que l'ordre des médecins, c'est le même pour tous. Et que quand lui veut prendre des initiatives, par exemple, importer des machines, des technologies qui l'aideraient dans son travail, qui le rendraient plus productif, en fait, on ne lui interdit pas, mais on lui déconseille fortement pour la suite, disons, soyeuse de sa carrière, de prendre des devants de cette nature-là. Il m'a donné l'exemple Oui, je crois qu'on n'en avait pas. On en a déjà parlé, mais ça m'a tellement énervé que j'en reparle. Une machine qui permet de combiner plusieurs tests et plusieurs examens en même temps, et donc ça permet aux gens de faire plein d'examens en une séance plutôt que de venir 5 fois chez le médecin. Et ben ça, on lui a dit non, on te déconseille de le faire en fait. Évidemment, ça va. Mais ce qui montre bien que ces gens-là réfléchissent d'abord par rapport à leur intérêt, c'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir 5 visites plutôt qu'une, et non pas dans l'intérêt du client et donc du patient, ça m'énerve ce terme, que c'est communiste au sens que le travail a de la valeur. Hein, voilà. C'est un excellent exemple, effectivement, de logique complètement anti-économique, et parce que c'est anti-économique, ça ne profite pas aux consommateurs, c'est-à-dire aux malades. Ça profite tout au plus aux privilégiés de l'ordre des médecins et d'autres, tout un tas d'autres cas, mais ça ne profite certainement pas aux consommateurs. Et on le remarque bien dans le petit reportage qu'on vient d'écouter, où les médecins, en tout cas ceux qui sont interviewés et qui parlent dans le micro mou, n'ont pas l'air de dire on voudrait ouvrir le marché. Ils ont plutôt tendance à quémander ou à négocier avec l'État pour que le ministère de la Mort fasse autrement, quoi. Mais j'ai pas entendu, parce que c'est un sujet récurrent depuis longtemps au Québec. Ça fait des dizaines d'années, on n'a pas attendu le Covid pour avoir des salles d'urgence où l'attente se mesure presque en jours maintenant. C'est plus en heures, c'est en jours. C'est 15 heures, 20 heures, 25 heures d'attente assis sur une chaise
entre des gens malades et des gens blessés. Et là, ce phénomène de mort, je ne sais pas pourquoi il sort cette semaine, parce que moi, je connais personnellement quelqu'un qui a failli passer à cause de ça, d'un délai d'attente trop long, et c'est pas de la semaine dernière, c'est il y a plusieurs années. Pourquoi maintenant ça sort? Je pense que parce qu'en ce moment, il y a une sorte de lutte entre les médecins au Québec et l'État, parce que l'État québécois essaye d'exiger plus de compte rendu de la part des médecins pour les payer autrement. Enfin, ils essaient de reformuler leur espèce d'inceste entre fonctionnaires et médecins. Et donc, ça crée des tensions. Et je suppose que c'est à cause de ces tensions qui sont là depuis plusieurs semaines que maintenant, il y a des reportages comme ça qui fleurissent pour montrer qu'il faut faire quelque chose là. Et donc, faire quelque chose, comme d'habitude, c'est lécher le cul des fonctionnaires et puis aller quémander des trucs entre parasites, en fait. Moi, j'estime que Oui, bien sûr. l'ordre des médecins, c'est une bande de parasites odieux. Ah, Et mais ils sont autant responsables que l'État du fait que des gens meurent sur des putains de listes d'attente, là. tu n'as pas à estimer. Je pense que c'est un fait objectif. C'est pas une opinion. Effectivement, tu as raison. Ça me fait penser, moi, à la période du Covid. Juste pour rapide digression, hein, et je pense que c'était vrai chez toi pareil, mais ici, c'était clairement le cas. Un des prétextes qu'il y a eu à nous enfermer et à nous confiner, c'était justement que, soi-disant, les services d'urgence étaient complètement engorgés par la soudaine recrudescence liée au Covid. Ce que je pense est faux, bon, mais même à supposer que ce soit vrai, cet engorgement ne pouvait avoir lieu, et on a l'occasion d'en parler, que parce que déjà les urgences étaient déjà engorgées, parce que fondamentalement, ils ne savent pas gérer les urgences, ils ne savent pas, c'est un système, rigide, et donc qui ne peut donc pas s'adapter, voilà, qui ne peut pas s'adapter à des pics, des sursauts et des pics comme il y a eu au Covid, et donc qui est effectivement dans son essence même contraire même aux besoins de ce que c'est qu'un service de santé. Donc ce n'est pas nouveau, bon, ça peut ressortir à des moments ou à d'autres comme en ce moment, mais c'est inhérent à la conception même de ce système qui est conçu à l'encontre des besoins fondamentaux de la santé. Par ailleurs, en France, récemment, il y a eu aussi un petit brouhaha avec une législation qui maintenant impose aux médecins une autorisation pour s'installer, si j'ai bien compris, pour lutter contre les fameux déserts médicaux. On en est où avec ça? Est-ce que cette loi est effectivement passée? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas, j'ai pas suivi et ça s'est pas ressorti. C'est pas passé dans le radar que je suis plus ou moins au quotidien, donc je ne sais pas, sincèrement. Ça n'a pas ressorti. Mais bon, ça ressortira. C'est effectivement une tendance. Il y a eu un texte de loi qui est passé, donc j'ai pas suivi l'application, mais qui relève de la même chose. On en avait parlé déjà, toi et moi. C'est typiquement, encore une fois, un texte qui est de nature à aggraver la pénurie et non pas à la régler. Comme par hasard, bien sûr, les gens qui soutiennent et qui se réjouissent de textes de loi de cette nature sont du côté de LFI, bien évidemment. D'ailleurs, j'en profite pour passer le message à nos amis démocrates qui votent, etc., et qui sempiternellement nous font savoir que on serait bien content, quand on sera malade, d'avoir des soins gratuits, et qu'au moins les pauvres peuvent se faire soigner. La preuve que non. Dans un système tel que l'on a actuellement, qui est donc d'une parasitocratie totale, non seulement les pauvres ne sont pas soignés et ils meurent, mais même les gens qui auraient les moyens meurent. Et ceux qui vraiment veulent survivre, ils doivent payer le double du prix, en plus donc de ce faux prix de taxes et de subventions à l'industrie médicale, qui n'est même pas un vrai prix. Donc non, je suis désolé, je vois vraiment pas comment on peut défendre cette abomination de système de santé publique et soi-disant universel. C'est universel pour personne, hein, c'est ça le truc. Le mot universel est vrai et c'est pour personne. Et ce n'est pas gratuit puisque c'est extrêmement cher en termes d'impôts et de charges. Voilà, exactement. J'ai mon petit cœur qui bat en pensant à tout ça. Bon, puisqu'on parle de mort, allons-y carrément. Et je crois que c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé dans les détails. On l'a fait en filigrane au cours des années de ces vidéos, mais je voudrais parler de l'héritage. Ah oui.
et notamment l'héritage dans un monde libre. Donc, admettons que demain, je sois obligé de passer par le service de la mort du Québec parce que j'ai une maladie, et que donc, comme prévu, je meurs, parce que c'est pour ça qu'il existe, ce système, c'est pour que le tri... En fait, c'est un système qui permet aux propriétaires de bétail de faire jouer finalement la sélection naturelle, et de garder que les bêtes les plus costauds. Donc, une fois qu'on est passé par ces fourches codines de darwinisme socialiste et qu'on est mort, qu'est-ce qui se passe ? Je ne voudrais pas parler de ce qui se passe actuellement dans les législations actuelles qui sont absolument abominables puisqu'on est taxé même quand on est mort. Mais dans un monde libre, comment est-ce que se passerait la passation ? Passer la passation, c'est pas très joli, mais disons, comment se ferait la transition de propriété entre ma maison et mes biens et tout ce que je possède vers, par exemple, mes enfants ou d'autres personnes. Et j'aimerais qu'on commence sur le cas qui est le plus évident, c'est on a fait un testament. Donc là, c'est clair ce que veut le défunt. Et j'aimerais aussi qu'on parle de ce qui se passe s'il n'y a pas vraiment de testament, s'il n'y en a pas du tout, qu'on n'a pas prévu les circonstances. Alors, c'est bien que tu commences par le testament parce que en t'écoutant, je réfléchissais j'avais prévu de dire que dans un monde libre, en fait, c'est extrêmement simple puisque tout se ramène à ce que on met en général dans le cadre d'un testament. Par défaut, il n'y a rien de prévu. Il n'y a pas de raison que quoi que ce soit prévu d'ailleurs. Il n'y a pas d'héritage en général, au sens qu'il n'y a pas de règle par défaut qui ferait que les enfants héritent des parents. Non. C'est pas impossible, mais c'est absolument pas automatique. Et la règle générale est celle donc du testament, c'est-à-dire que si la personne concernée a, de son vivant, explicité ses vœux, eh bien, ce sont ces vœux qui seront appliqués sans aucune limite ni restriction. Les enfants et autres membres de la famille n'ont aucun droit a priori, sinon ceux prévus par l'éventuel testament, et ça règle la question. Ce qui veut dire que dans un monde libre, on peut bien évidemment, par rapport au monde qu'on connaît aujourd'hui, faire hériter intégralement ses enfants si on le souhaite, sans qu'il y ait de fiscalité, premier scénario, avec toutes les nuances qu'on veut, mais on peut aussi faire hériter intégralement quelqu'un d'autre et totalement déshériter ses enfants, les deux sont possibles, avec toutes les nuances qu'on veut entre les deux. Ça, c'est le premier point. Mais effectivement, tu évoques un deuxième point qui est très intéressant, c'est, ok, mais et s'il n'y a pas de testament, qu'est-ce qu'on fait ? Et j'avoue que je ne connais pas de texte qui évoque ce point, sincèrement. Donc, je vais moi instinctivement revenir au truc de base. Eh bien, il peut se passer, premier scénario, on habite dans un territoire, une libéralie, qui a prévu des trucs en la matière. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir très bien, on peut imaginer un code local qui aura été agréé par... Comment ? Une sorte de jurisprudence ? Oui, ça peut être effectivement l'équivalent de jurisprudence, tu as raison, où on a déjà travaillé avec des assureurs qui effectivement ont des jurisprudences. Donc effectivement, on va dire qu'il y a des codes par défaut qui viennent avec l'environnement dans lequel on est. Donc ça peut être une option qui me paraît probable. On pourrait imaginer des négociations, mais non, il n'y a pas de raison qu'il y ait de négociations. Je réfléchis en même temps. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de négociations. J'ai interrompu ta réflexion avec une question. Je t'en prie. On est d'accord que si on fait référence seulement au canon du droit naturel, oui, la propriété disparaît avec la mort. Oui, c'est ça, tout à fait, intégralement. Donc forcément. Donc, on est forcément dans une question de réappropriation, de ré-primo-appropriation. Tout à fait. Donc, on pourrait, si on était des sauvages, dire que le premier qui met la main sur la maison du défunt, c'est le nouveau propriétaire, quelque part. Ça serait... Je peux pas dire non, a priori, à ça. Mais effectivement, c'est quand même, je pense, civilisationnellement parlant, barbare.
Mais je pense que c'est une option qu'on peut pas exclure a priori. Je pense qu'on peut pas l'exclure a priori. Bon, après, ça se jouera sur les mœurs et sur Ouais, c'est les ça. normes de vie. Je crois plus à des choses basées sur la jurisprudence. Ça me paraît quand même un peu plus civilisé et un peu plus justifiable. Disons que si quelqu'un se jette, enfin, si c'est la norme de se jeter sur les dépouilles, enfin, les biens des gens qui sont morts, ça montre que le niveau à la fois intellectuel et moral des gens de cette société-là est pas très très élevé, et donc ça risque de pas être très pérenne comme société. C'est ça, c'est pour ça que je parle de barbare. Hein. C'est ça. Mais dans l'absolu, ça serait pas une violation du droit naturel. Ça serait pas une violation du droit naturel. Je peux pas dire ça. Bon. On peut aussi imaginer, tu vois, des ventes aux enchères. Hein. Encore une fois, c'est le territoire où tu meurs comme jurisprudence de dire, ben justement, la propriété disparaît. Donc, il faut mettre une réappropriation en place. Et donc, on peut très bien imaginer une mise aux enchères. Je pense que ça fait partie des scénarios envisageables. Tu vois. Oui, alors, la personne qui gagne l'enchère, elle paye ça à qui ? C'est une bonne question. Je suis mort. Au commissaire-priseur, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, ça veut dire que lui, se serait approprié le truc avant, quoi. Donc Mais si... Attends. Ça dépend de la jurisprudence. Si tu es dans un territoire où, par défaut, justement, il n'y a plus de propriétaire, il n'y a pas de truc, et donc, par défaut, c'est le territoire qui récupère le truc et donc qui remet en vente, c'est envisageable. C'est un problème de contrat. Là, pour le coup, c'est un problème de contrat. Ok. Donc, en fait, on serait dans un territoire privé qui serait l'intégrale propriété d'une entreprise ou de quelqu'un qui aurait vendu des parcelles, mais dans le contrat, on aurait dit, quand tu meurs, la parcelle me revient à nouveau à moi. Un truc dans ce genre. Par défaut de testament, dans dernier recours, oui, c'est ça. Je dis pas que c'est le meilleur des systèmes. Je pense que le testament ou toute chose équivalente au testament est beaucoup plus logique. Mais par défaut, etc., si tu remontes les trucs, ça me paraît être... Maintenant, on pourrait en parler, quoi. Mais ça me paraît être un des scénarios qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? En fait, ça prouve que dans une société libre, quasiment tout est possible, et c'est qu'un problème d'imagination et puis de concordance des volontés, finalement. Mais on ne peut pas vous fournir, en fait, une réponse toute faite, quoi. Bien sûr. Ah non, surtout sur un point comme celui-là, puisque, justement, par définition, c'est un des très rares scénarios dans lequel on revient dans un monde de dans une situation de primo-acquisition, ce qui est très rare. Et donc, par définition, la primo-acquisition, c'est tous les scénarios de primo-acquisition doivent être repris et envisagés, clairement. Et donc, ce qui fera le droit réel, ça sera forcément le cadre contractuel du territoire concerné. Enfin, ça me paraît naturellement la base sur laquelle il faut partir. Alors maintenant, si on est dans un territoire libre, mais qui n'est pas la propriété ou, disons, le projet d'une entité, que ce soit une entreprise ou une personne, donc c'est simplement des gens qui vivent côte à côte de manière aussi contractuelle d'ailleurs, mais qui n'ont pas pensé à ça. C'est ce que j'allais te dire. Ça change rien pour moi. C'est ce que je dois te couper, mais ça change rien pour moi. Tu ne peux pas, je ne sais pas. Mon imagination ne me permet pas d'imaginer une situation dans laquelle tu vis dans un territoire où il n'y a pas eu un arrangement quel qu'il soit pour régler le problème de la propriété du sol, du territoire. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a un monarque ou équivalent qui est le seul propriétaire. Tu peux avoir une entreprise qui est seul propriétaire, comme un hôtel. Tu peux avoir une copropriété ou un panachage de copropriété. Tu peux avoir des copropriétaires qui ont chacun des parcelles, mais dans ce cas-là, comme chez moi, dans un lotissement, il y a néanmoins un règlement d'intérieur qui règle les conflits parce qu'il faut pouvoir se déplacer. Tu finis toujours par tomber sur un nœud de contrat, de toute manière. Tu as toujours un nœud de contrat qui règle la base du régalien. C'est impossible de faire autrement. Il y a une multiplicité de types d'associations qu'on peut imaginer, mais tu finis toujours par avoir un nœud de contrat. C'est à ce nœud de contrat que je me réfère. C'est à ce nœud de contrat que toi-même tu adhères. Quand tu signes ton contrat, tu le signes dans ce cadre-là.
Et c'est ce nœud de contrat qui aura dans son règlement intérieur, dans ses codes, etc., éventuellement une annexe qui dit, par défaut de testament, voici la procédure. Alors maintenant, un autre cas, qu'il y ait testament ou pas. Bon, après, tu vas dire, c'est facile à répondre, ça, mais quelqu'un conteste, par exemple, mes enfants qui se trouvent dépossédés parce que j'ai tout légué au ministère de la Mort, par exemple, disent non, nous, on est les enfants, on a droit à mieux, mais là, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Enfin, je veux dire, on est dans un le point justement, c'est que dans un monde libre, il n'y a pas d'héritage, par défaut. Et donc, par définition, les enfants ne peuvent pas revendiquer par défaut, comme on peut le faire ici. Enfin, donc, non. Qu'est-ce qui leur permettrait? Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui leur permette de fonder leurs revendications. S'il y a un testament, et que ce testament prévoit qu'ils ont un droit à quelque chose, et qu'ensuite un second testament a été fait qui est contradictoire. Dans ce cas-là, il y a deux testaments, il peut y avoir conflits différents, pardon. On peut aller chercher un juge, mais au moins il y a des pièces qui permettent de fonder la contestation. Mais sans pièces pour fonder la contestation, il n'y a pas de droit a priori à l'héritage dans un monde libre. On va le dire pour les gauchistes, c'est ça, parce que je pense qu'ils vont aimer beaucoup ça. Ouais, ça, ils vont aimer ça. Voilà, il n'y a pas de droit à l'héritage par défaut dans un monde libre. Fuck les gauchistes. Voilà. Mais ça, ils voudraient que tout aille justement au ministère, donc c'est possible. Oui. Faites votre communauté de gauchistes où l'héritage sera évidemment aboli, et quand vous mourrez, tout va au Comintern. C'est possible, ça. Alors, évidemment, comme on l'a dit, l'intérêt, par exemple, des entrepreneurs, je pense à LVMH, Michelin, etc., l'intérêt d'entreprises et d'entrepreneurs et de familles d'entrepreneurs de ce type-là, c'est bien évidemment d'avoir des pactes d'actionnaires qui prévoient notamment les questions d'héritage et donc justement d'avoir des nœuds de contrat qui règlent ces questions entre eux. Ça me paraît tout à fait clair, évident. Mais encore une fois, ça relève du mécanisme du testament ou équivalent, du contrat, et ça règle les questions. Mais à ce moment-là, les enfants ont droit d'héritage parce qu'il y a eu un contrat. C'est pas la loi qui a prévu un héritage. C'est d'ailleurs un truc qui est assez paradoxal que dans un pays communiste comme le mien et le tien, je suppose. La France et le Québec sont quand même des pays hautement communistes. On a les communistes qui contestent le droit à l'héritage pour des raisons, ok, mais le pire, c'est que l'héritage est autorisé par un pays communiste. C'était quand même gratiné, quoi, c'est comme truc. Ouais, c'est vrai qu'on n'est plus à une absurdité près, tu me diras. Voilà. J'ai encore deux petits scénarios pour toi. Le premier va être assez facile, à mon avis. Donc, il y a un décès, il y a des biens à transmettre, et par exemple, il y a un testament. Et donc, la personne qui doit le recevoir existe aussi. Enfin, il n'y a aucun doute sur rien. Et on ne le respecte pas. C'est-à-dire que c'est un crime. C'est un vol, quoi. Bien sûr. Mais si on est tous d'accord pour ne pas le respecter, on ne peut rien faire. Enfin, il n'y a plus personne pour contester la décision. C'est-à-dire que la personne qui est censée le recevoir ne le veut pas, ça va à quelqu'un d'autre. Enfin, elle ne le veut pas, elle n'est pas partie prenante d'une revendication. Je peux essayer de rephraser ce que je comprends que tu me dis. Tu me dis, il y a Monsieur Dupont meurt, il a laissé un testament. Il a, mettons, quatre enfants ou 4 ayants droit, on va dire. Bon. Il a prévu des clauses concernant ces 4 ayants droit dans son testament. Néanmoins, ces 4 ayants droit s'entendent entre eux, par ailleurs, pour contester en bloc ce testament et le mettre en œuvre différemment. C'est une excellente... ça. Mon exemple est peut-être même plus simple que ça. D'accord. À l'ouverture du testament, les gens, ça ressemble à ça, mais décident de ne pas le suivre, en fait, simplement. Et puis... Et il faut qu'ils soient tous d'accord. Il faut qu'ils soient tous d'accord. Le principe, c'est intéressant comme question, parce que le testament
C'est une excellente question, ça. Le testament, ça engage qui, un testament? Ça engage un mort. Ce qui n'a aucun sens. Mhm. Donc, forcément, tu ne peux avoir de testament que si le mort a engagé un exécuteur. Comment ça s'appelle? Un exécuteur testamentaire, je crois, c'est Ouais. personne en charge de l'exécution testamentaire. Un Il y a un terme. post-mortem. Il y a un terme, exécuteur testamentaire, je crois que ça s'appelle. Sinon, ça n'a pas de sens. Tu sais, si tu prends Rothbard, l'exécuteur testamentaire de Rothbard, c'est Lew Rockwell. Ouais. Et donc, c'est lui qui devient, en fait, de ce fait, il obtient la tutelle des biens du mort pendant le temps d'exécution du testament, en fait. C'est ça que ça veut dire. Okay, ouais. Donc, il n'est pas propriétaire, mais il a la tutelle des biens pendant toute la durée d'exécution du testament. Okay, donc, il devient acteur comme s'il était propriétaire. Il a un statut intermédiaire, tuteur. Hein. Et donc, si les enfants ou les gens s'opposent au testament, ils s'opposent à sa propriété à lui, ils s'opposent à lui. Donc, on retombe malgré tout dans ce cas-là, il me semble en tout cas, dans un cadre d'une agression par rapport à une situation particulière de propriété, de la tutelle, mais c'est de la propriété quand même. Je pense que le point important, il me semble, c'est que en France, on ne se pose pas la question parce qu'en fait, on a un notaire et que par définition, par défaut, l'exécuteur testamentaire, c'est le notaire en général. Et donc, il y a quelqu'un qui est officier d'état civil, machin. Mais dans un monde libre, ça n'existe pas forcément, mais moi, je ne sais pas concevoir un testament qui n'aurait pas un exécuteur testamentaire qui aura été prévu par le testament, qui aura été prévu par les contrats du territoire en place, peut-être par le notaire, j'en sais rien. Bon. Mais il faut qu'il y ait un exécuteur testamentaire. Sinon, ton scénario, effectivement, il tient la route. Et dans ce cas-là, le mec dit, écoute, le testament, on en a rien à foutre, on fait comme on veut. Bah, ça marche pas. En fait, c'est la même. Est-ce que ça se tient, ce que je dis? Oui, en fait, c'est la même situation que quelqu'un qui tombe dans le coma et quelqu'un d'autre, finalement, gère ses affaires à sa place le temps qu'il revienne à ses esprits. Et c'est ça, exactement. Sans tutelle pour les enfants, pour les comateux et pour les morts, on a un gros trou dans le droit naturel. La tutelle est un mécanisme fondamental, justement, pour permettre de gérer. Il faut qu'elle soit prévue, hein, bien sûr. Mais sans tutelle, tu as effectivement des angles morts dans le droit naturel, ça c'est vrai. Et maintenant, dernier petit scénario tordu, décès, testament, avec passation des biens à l'héritier ou aux héritiers. Cependant, le défunt, lui, il a des dettes sur son nom encore. Donc, le défunt lègue 1 million. Mais il a... on va le faire en deux étapes. Il lègue 1 million, mais il a 500 000 de dettes. Et il lègue 1 million, mais il a 2 millions de dettes. Oui. Alors, je vais te faire une pré-réponse pour voir si je suis sur la bonne voie. Les gens qui sont débiteurs, enfin non, les créditeurs, en fait, du défunt, les créanciers, ils ont un droit de propriété sur une partie de ces biens ou pas? Ils ont une créance. C'est pas un droit de propriété, ils ont une créance. En anglais, tu dirais. On parlerait d'un claim, tu vois. C'est comme. C'est pas exactement la même chose. Et il me semble qu'en jurisprudence, c'est pas non plus la même chose. C'est les créanciers viennent en deuxième, tu vois, il y a des ordres de paiement, il me semble. Donc, je pense que les créanciers sont là, bien sûr, ils sont objectivement présents. Mais je pense qu'ils n'ont pas un droit de propriété. Ils ont comment on dit ça? Une promesse, une créance. C'est un droit de... Oui. À part le mot créance, je ne vois pas trop. Il me semble que la créance est incontestable, elle est réelle. C'est la situation qui veut ça. Mais tu peux quand même pas demander à un candidat héritier,
d'être responsable des dettes de... Moi, je refuserais d'être responsable des dettes de mon père, tu vois, par exemple. Ok. Donc, parce que c'est pas moi qui ai contracté des dettes. Donc, je vois pas pourquoi je devrais payer les dettes de mon père. C'est son problème à lui. Bon, a priori. Par contre, je peux pas à la fois demander à récupérer les biens, les valeurs, assets, d'accord, par contre, sans honorer les dettes en même temps. Ça, c'est justement pas, ça, c'est pas possible. Imagine, j'hérite de 1 million, il y a 1 million de capital, mais en même temps, il y a 2 millions de dettes. C'est possible, ce genre de situation. Okay. Je peux pas te dire, écoutez, je récupère le million, mais les 2 millions, vous allez vous faire foutre. Ça n'a pas de sens. Moi, je suis d'accord avec toi que ça n'a pas de sens, disons, sur un plan intuitif. Mais si on devient extrêmement pointilleux sur tout ce qui est droit naturel et droit de propriété, je me pose des questions. Mais je comprends bien. Je peux pas imaginer de dire que je dois automatiquement hériter. De même qu'on ne peut pas dire qu'on hérite de manière automatique, on ne peut pas non plus hériter de manière automatique des dettes. Pour la même raison. Par contre, tu ne peux pas à la fois accepter d'hériter des valeurs positives sans hériter des valeurs négatives. Ça marche pas non plus. Parce qu'en fait, quand tu hérites, tu hérites d'un droit de propriété, donc c'est-à-dire un droit de décision. Fondamentalement, tu hérites d'un droit de décision. On est d'accord. C'est pas la possession, la propriété, rappelons-le. C'est pas la possession, c'est le droit de décider. Donc là, tu te retrouves face à un problème de décision. Donc, soit tu dis, j'hérite d'un droit de décision, et donc il faut que tu assumes la décision. Et la décision ici, c'est bien un arbitrage entre je rembourse ou je rembourse pas. Donc, tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est, je pense que quelqu'un qui se trouve dans ces situations et qui d'un côté récupère 1 million de valeurs et 2 millions de dettes, doit se dire, bon, voyons, soit je refuse tout en bloc, mais y compris le million de valeurs, parce que c'est pas mon sujet, mais je renonce à tout. Ok, ça c'est une option qui se tient, à mon avis. Soit je dis, en fait, je pense que je vais pouvoir vendre le million, je vais pouvoir en tirer plus d'1 million, et la dette, je vais pouvoir la négocier moins cher, ce qu'il faut au bout du compte, je pense que mon bilan devrait être positif. Donc, dans ce cas-là, j'accepte le tout, et maintenant, cette fois-ci, j'ai hérité de la responsabilité, c'est ça le sujet, j'hérite de la responsabilité, et voici, maintenant, je me vois confronté au créancier, avec lequel je vais devoir, cette fois-ci, négocier, et les valeurs dont j'hérite en même temps, je vais essayer de les faire fructifier pour pouvoir rembourser. Ces deux scénarios me paraissent possibles parce qu'en fait, ils sont cohérents en termes de responsabilité. Mais j'en vois pas d'autres, par contre. Ça dépend après comment on interprète la notion de créance, justement. Est-ce que c'est une sorte d'option sur un droit de propriété ? Oui, c'est ça. Oui. La créance, c'est une option sur le droit de propriété, oui, bien sûr. Donc, en fait, si le défunt a à son nom 1 million et qu'un créancier a donc une option sur un autre million, on peut dire que c'est le même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Quand il s'agit de monnaie, c'est interchangeable. Maintenant, s'il s'agit d'une propriété comme une maison... Une créance, c'est analogue à un contrat ou à une promesse. C'est de la même nature qu'un contrat. Tu as contracté quelque chose qui fait qu'à une certaine échéance, selon des modèles, à une certaine échéance, tu dois machin. Mais c'est un contrat. C'est de la même nature qu'un contrat. Ce n'est pas une ligne de compte avec une somme. C'est pas des unités de monnaie. Ouais, je comprends bien ça. Ouais. D'accord. Donc c'est pas analogue. C'est pour ça qu'il y a bien d'un côté, tu peux hériter deux valeurs d'un côté qui elles vont être directement ou indirectement monétaires, et d'une dette qui elle est d'ordre contractuel. Et c'est pour ça que je fais bien le disséco, parce que c'est pas la même chose. C'est pour ça que je posais la question et que c'est en fait tout ce sujet de l'héritage m'est venu en pensant à ça, parce que justement la créance étant un contrat. Oui. Si quelqu'un hérite de biens parce qu'un autre contrat, ou un texte qui s'appelle le testament le désigne comme héritier, oui. Vu que l'héritier, lui, n'a pas signé le contrat qui est relié à cette créance qui était, lui, attaché au nom du défunt,
Je peux imaginer qu'un héritier dise « Moi, je prends le million, mais je prends pas la dette. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. » Et Tu as probablement raison. Non, c'est une bonne remarque. Tu as probablement raison. Cela dit, tu as probablement raison. Cela dit, dans un monde réel, je ne peux pas imaginer. Là, tu tombes sur le problème des hypothèques. Je ne peux pas imaginer un contrat qui ne met pas. Et d'ailleurs, quand tu vas voir le notaire, il se pose la question des hypothèques. Voilà, c'est ça. Donc, le job d'un notaire, c'est justement de regarder s'il y a des hypothèques, d'accord ? C'est-à-dire les fameuses options dont tu parles. Donc, en fait, tu peux pas demander à hériter d'une valeur, sauf ce qui est hypothéqué. C'est ça le sujet. C'est ça le truc. Et je pense qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que en général, surtout pour des contrats ou des créances qui seraient assez élevées en termes de volume monétaire, enfin qui seraient chers, il y aurait certainement dans ce contrat-là des provisions en cas de décès, en cas d'accident. Bien sûr. Des assureurs qui rentreraient en ligne de compte, et peut-être que cette dette-là serait absorbée par ces contrats d'assureurs. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Là, il faudra en parler avec des notaires, parce que je suis sûr que ce genre de clause, ça existe déjà, parce que ce qu'on évoque, Ouais. voilà. Mais fondamentalement, le point de départ consiste à dire, tu ne vas pas faire un contrat avec quelqu'un sans avoir, d'une manière ou une autre, une hypothèque pour te sécuriser. Mhm. Cette hypothèque, forcément, elle est sur la partie monétaire. Et tu peux pas hériter d'un bien sans hériter de l'hypothèque s'il est hypothéqué. Ça n'a pas de sens. Là, dans ce cas-là, ça c'est trop facile. Ah non, écoute, je récupère le bien, mais toi, tu te démerdes. Non, c'est pas. Là, pour le coup, les gens seraient grugés et ça serait. Non. De toute façon, il y aurait peut-être quelques cas comme ça qui feraient justement, qui serviraient d'exemple, et on boucherait vite les trous, parce que les prochains, dans le temps, ne voudraient pas subir les mêmes travers et puis être pris dans les mêmes pièges, quoi. Ouais. Mais je pense que si le mécanisme existe d'ores et déjà dans le droit commun, et j'en connais pas les termes exacts, mais fondamentalement, quand tu vas chez le notaire, c'est ce qu'il regarde. C'est pas un hasard, c'est justement pour cette raison-là. Indépendamment de l'héritage légal, etc., la question de la transmission des dettes est dans le principe même de l'hypothèque. Il est dans l'esprit du droit hérité des machins de dire une dette, elle s'appuie sur une hypothèque. L'hypothèque ne peut pas être, comment dire, un bien hypothéqué ne peut pas être hérité sans l'hypothèque, sinon tout le monde est grugé. Ouais. Mais par contre, je pense que tu dois pouvoir dire je refuse ou je renonce à l'héritage. Ça, je pense que. Mais tu renonces à tout. C'est ça. Et je pense que voilà, et je pense que par rapport au monde actuel, ça serait beaucoup mieux, parce qu'au moins, ça te permet d'éviter de devoir récupérer les dettes de tes parents dont tu n'es pas responsable. Donc, au moins, tu te prémunis de tout d'un coup te trouver avec des dettes incommensurables. Mais par contre, tu ne peux pas demander à récupérer les valeurs sans récupérer les passifs. Bon, je pense que ça répond à mes interrogations. Si l'auditoire a d'autres suggestions ou d'autres questions, on pourra peut-être revenir là-dessus, parce que... Je prends le risque de dire de conneries, je ne suis pas notaire, mais n'importe qui a déjà été dans un notaire, c'est les questions qui se posent en général, donc je pense que les fondamentaux sont quelque part par là. Ouais. Mais clairement, dans le monde libre, ça repose pas sur la loi, ça repose sur le contrat, la jurisprudence, etc. Et on peut refuser. Alors qu'en France, on peut pas refuser. Ah bon ? On peut pas refuser un héritage en France ? On peut refuser un héritage en France ? Je sais pas. J'en sais rien, mais il me semble que justement, à cause des dettes. Peut-être alors. Ok. À cause des dettes, justement, puisque en France, il me semble... Et là, c'est pareil, je fais de la discussion de comptoir, mais il me semble bien qu'un héritage vient avec les dettes et que tu peux dire non. Ok. Changeons de sujet, mais restons dans la mort. Un sujet qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, qui est celui des criminels et qui est de qu'est-ce qu'on en fait.
Donc, il y a des gens qui commettent des crimes tellement abominables que quand on a ce genre de conversation, que ce soit sur Twitter ou en personne avec des gens à l'apéro, la réaction est relativement standard et je ne peux pas dire que je ne la partage pas, de rejet complet. Et de cette personne-là, on n'en veut plus. Dans un monde comme le nôtre actuellement, d'un monde communiste, on doit payer pour l'hébergement de ces criminels dans des hôpitaux psychiatriques ou des prisons et les faire vivre à nos frais pour qu'ils soient mis à l'écart de la société et qu'ils arrêtent de commettre des crimes. Dans un monde libre, on a déjà parlé de la justice dans nos vidéos, on a déjà parlé du fait que le système de mise à l'écart et d'ostracisme reviendrait un peu au même, sauf que les gens ne seraient pas taxés pour financer la survie de ces criminels abominables. Mais j'aimerais aller un cran plus loin, et éventuellement qu'on fasse une petite synthèse du chapitre Que faire des criminels de Vivre ensemble de Christian Michel. Quand c'est vraiment un crime d'une abomination telle, hein, on va sortir des grands mots là, des crimes contre des enfants, des viols d'enfants, du cannibalisme d'enfants, je sais rien. Imaginez le pire truc que vous avez en tête. Dans un monde libre, je peux imaginer une simple exécution, même si c'est complètement contraire au droit naturel, mais la personne ayant tellement outré son environnement, la société, la ville, je sais pas, enfin, oui, la société dans laquelle il sévit. Et je dis ça parce qu'il me semble que justement l'Islande médiévale, qu'on utilise régulièrement aussi un peu comme un des possibles façons de fonctionner sans gouvernement central, avait un fonctionnement comme ça où un clan était responsable de tous ses membres. Donc si un de ses membres était criminel, c'est le clan qui devait réparer face au clan qui était lésé. Mais quand le crime était trop odieux, il était rejeté et cette personne-là devenait complètement isolée et devenait la proie, soi-disant légitime, de la vengeance, en fait. C'est plus de la justice, c'est de la vengeance. J'ai pas vraiment de questions précises sur ce sujet-là, mais qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu penses qu'on pourrait sombrer dans un monde libre, dans certaines communautés, dans une sorte de barbarie bien élevée, tu vois, ou dans certains cas, on en arriverait à des extrémités pareilles, malgré le fait que tout le monde soit au courant que c'est pas de la justice, c'est de la vengeance, et la bonne façon de faire, ce serait pas celle-là, quoi. Alors, pour ma part, j'espère que non, parce que je pense que j'ose dire à titre personnel que je pense que parmi les différents critères qu'on peut identifier comme étant des critères indicateurs de la civilisation et de l'évolution vers la civilisation, toi et moi, on considère que le droit naturel, en général, l'épanouissement du droit naturel en général, est un de ces signes de civilisation. Pour moi, il y en a un autre qui est justement la disparition ou l'évanouissement plutôt, je dirais, de la vengeance comme pratique. Et de la peine de mort en général, en fait. De la peine de mort déjà, avant, parce que la peine de mort relève de la décision judiciaire. La vengeance est plus dans un état d'esprit et aboutit à des actions, effectivement. Mais rechercher la vengeance, bon, ça peut être un esprit, mais passer à l'acte au titre de la vengeance, pour moi, relève du barbarisme, ou en tout cas est un degré de barbarisme. À titre perso, en tout cas. Et tout ce que personnellement j'écris sur la justice s'inscrit dans une logique où j'essaie de sortir de la vengeance. Il y a un autre livre que Liberté manifeste qui est bien plus ancien, et qui a certainement travaillé encore plus le sujet que moi sur ce point, c'est la liberté par le marché. Tu vois, tu en as évoqué Christian Michel dans Vivre ensemble, effectivement. Je n'ai pas souvenir, je peux me tromper, je n'ai pas souvenir qu'il aille jusqu'à ce point-là dans ce texte. Mais en tout cas, je suis sûr, par contre, que dans la liberté par le marché, ce point est abordé. Il y a 2 chapitres qui traitent de la justice. Il y a un premier chapitre qui explique que les prisons ne sont pas des bonnes méthodes, de l'arsenal de la justice, et explique qu'on devrait remplacer les prisons par le travail au bénéfice des victimes. C'est le thème général. Donc c'est
Le thème général consiste à dire on remplace la sanction par le dédommagement, pour faire très simple, okay, et donc notamment la prison. Bon, ça c'est le premier niveau. Il y a un deuxième chapitre qui parle de maison de redressement, qui me paraît une piste intéressante. Tu vois, imagine un truc comme l'île d'Alcatraz dans la baie San Francisco, non pas comme une prison, mais comme un endroit isolé, qui pourrait être un endroit de business, parce que bien sûr il s'agit de faire du business, et une espèce d'endroit isolé où une entreprise très particulière viendrait collecter des gens considérés comme irrécupérables, ou en tout cas détestables, au dernier degré, et pourrait à partir de là avoir une dette sine die vis-à-vis de ces gens-là. Une dette sine die, c'est ad vitam aeternam, au titre de la légitime défense, c'est-à-dire que certaines personnes ont commis des actes tellement odieux ou en tellement grand nombre que leur dette est incommensurable, ou plutôt réparer la dette est incommensurable. Okay, donc à ce moment-là, la dette et donc la légitime défense au titre de lié est elle-même incommensurable, et donc ces gens-là se retrouvent dans une situation de devoir rembourser ad vitam aeternam. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Et donc ces gens-là peuvent être dans une situation où ils peuvent bosser comme à Cayenne, comme dans un, tu vois, quels que soient les trucs, bon, mais au moins le point c'est isolé, complètement isolé, pris en charge, éventuellement avec un objectif de redressement, peut-être, ok. Et selon des services, c'est-à-dire que l'île de Alcatraz, si on prend ça, offrirait ses services, c'est-à-dire que malgré tout, parce qu'elle libère les différents territoires de ces gens qui sont totalement irrécupérables, bah, quelque part, ça se négocie. Il peut y avoir un contrat de service, tu vois, on peut tout imaginer. Et puis, éventuellement, elle peut revendre les produits du maigre travail de ces foldings qui auront pu être faits. Bon. Encore une fois, c'est une question de business model. Mais en tout cas, dans Liberté par le marché, moi j'aime bien l'idée, il y a cette notion de maison de redressement, c'est-à-dire des endroits qui sont complètement hors de la mosaïque, enfin, dans la mosaïque, mais très très particuliers, qui visent un peu en périphérie et dont l'objectif, c'est justement d'isoler les derniers barjots. Alors en fait, ces barjots, ces criminels, ils seraient pas kidnappés par ces endroits-là, par ces prisons. Ce serait un endroit où ils iraient de leur plein gré parce que c'est le seul en fait où ils sont acceptés. Oui, on avait parlé d'asile une fois dans une de ces vidéos sur la justice qu'on avait faite il y a quelques temps. Donc c'est la même idée. C'est ça. Donc ils ont le choix d'y aller ou pas. Si ils décident de ne pas y aller, ils sont ostracisés. Finalement, c'est comme une condamnation à mort quand même, parce que si on ostracise quelqu'un au point où il ne peut que se réfugier sur un iceberg ou dans le désert du Sahara, c'est pas une condamnation à mort, c'est une condamnation à l'isolement. Mais la conséquence est un peu la même. Moi, ça me dérange pas plus que ça, hein, mais je suis d'accord que c'est pas une condamnation à mort parce qu'on ne provoque pas l'acte directement. On fait juste en sorte que la survie. Je pense que c'est plus. Personnellement, je pense que c'est plus. Même vu des criminels, tu vois, je pense que c'est plus sévère, pour pas employer un mot plus dur. C'est-à-dire que quand tu es condamné à mort, bien sûr, il y a une angoisse, le geste est horrible, mais une fois que tu es mort, tu es mort, si tu veux. Si tu es dans une maison de redressement, comme dans un bagne à Cayenne, tu vois, et que tu y restes 20 ans, en termes de vie, c'est autrement plus, repoussant. Il me semble que pour moi, ce genre, Cayenne, puisque c'est quelque chose qu'on a pu connaître, hein, est autrement plus, dissuasif pour un acte criminel que la peine de mort. Mais ça, c'est un avis personnel. Parce que tu passes ta vie comme bagnard, c'est pas du tout pareil. En même temps, dans une société libre, le bagne a quand même intérêt à être un minimum stimulant pour le prisonnier s'il doit être rentable. Parce que qu'est-ce qu'on ferait? Oui, accepterait d'y rentrer là-dedans, puis finalement, il fait la grève, en gros, quoi, il travaille pas. Je prends l'image du bagnard parce que c'est ce qui est le plus proche dans notre histoire. Je ne connais pas de maison de redressement comparable à ce que j'évoque
dans l'histoire de France. Il y en a peut-être, d'accord, je n'en connais pas. Donc je ne sais pas sur quoi me raccrocher. Et ce qui me vient, moi, à l'esprit dans notre histoire encore récente, de plus proche, c'est Cayenne. Mais peut-être qu'il y a autre chose à mettre en commentaire. Mais le point, c'est que c'est fondamentalement différent. La peine de mort et la peine à perpétuité, c'est pas du tout pareil. J'avais vu un reportage il y a quelques années maintenant, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était aux États-Unis, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être en Scandinavie en fait, mais c'est pas grave, où les prisonniers, des criminels assez endurcis, étaient confiés à un élevage de chevaux, qui était très isolé, dans un endroit très reculé, donc l'évasion était quand même pas évidente, surtout à pied. Et où les prisonniers étaient donc affectés à s'occuper de chevaux, puis à faire des travaux de ferme comme ça. Et de bout en bout, alors les gardiens eux, habitaient autour dans des maisons. Donc c'était vraiment une petite communauté à l'écart de tout le reste. Et finalement, les gardiens semblaient dire que ça se passait super bien, qu'il n'y avait pas besoin de les surveiller vraiment, et qu'il y a même des prisonniers qui, au bout de 10-15 ans, ne voulaient plus partir, même quand leur peine était finie, parce qu'ils avaient fait leur vie là, et puis que finalement, tant qu'à faire, ils avaient acquis une expérience qu'ils pouvaient exploiter sur place, ils étaient bien là, et puis ça ne satisfaisait pas l'esprit de vengeance, justement, des gens qui veulent faire souffrir absolument les criminels. Mais c'est une solution que je trouve très élégante. Mais c'est ça, c'est bien parce qu'effectivement, ça laisse cette option possible. L'intérêt de ce genre de scénario, c'est que c'est l'ostracisme au dernier degré. On fait sortir les gens. Donc, ils sortent. C'est le physical removal de Hope, hein, d'accord ? On les fait sortir. Donc, au moins, on a réglé la question de la présence du crime et du risque de récidive, parce que bien sûr, c'est ça le truc. On a réglé la question de la vengeance. Enfin, en tout cas, on a éloigné le risque de vengeance. Bon. On est quand même dans une peine qui reste sévère, malgré tout, quand même. Tant mieux si certains en ressortent. Après tout, on n'est pas là non plus pour, effectivement, le but n'est pas de punir. C'est ça le point. C'est mon point. Le but n'est pas, on n'est pas là pour punir. On est là pour protéger, séparer, dissuader, réparer, revenir au droit, mais on n'est pas là pour punir. Oui, on n'est pas là pour faire souffrir. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, sur le coup, dans le feu de l'action, le jour où la femme s'est fait assassiner par un violeur ou je ne sais pas quoi, ça, c'est autre chose. On est dans le coup de l'émotion, et je peux très bien comprendre les gens qui débarquent chez l'autre et qui lui pètent la gueule à coups de marteau, d'accord. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais dans le processus rationnel de régler ce genre de problème, je ne comprends toujours pas cette excitation, en particulier chez nos amis minarchistes, à vouloir absolument imposer des peines de mort et des souffrances et des trucs comme ça à des gens qui, directement, en tout cas, ne leur ont rien fait, qui sont des ordures, bien sûr. On peut les condamner moralement, les criminels, et on s'en privera pas, mais... Ils te diront, mais si, imaginez Stéphane, si on vous tue toutes vos filles et petites filles, qu'est-ce que vous ferez ? Voilà. Donc, moi, j'ose dire, si malheureusement ça devait m'arriver, et sur le moment, le mec, je lui ferai la peau, très probablement. Ok. Mais si j'arrive à dépasser tout ça, etc., mon enjeu à moi, je le considère que ça serait de dépasser ça. Et surtout, me venger, ça servirait à quoi ? Et surtout, ça ne peut pas être un principe de société. Ça peut pas être un acte de justice. Ça peut pas être un acte de justice. Et ça peut pas être, je vois pas comment ça peut être un axe de société. On va bâtir quelque chose autour de ça. C'est complètement grotesque. C'est ça. Ça peut être une pulsion que je pourrais connaître. Oui, ça se comprend. Mais qui suis-je pour pas avoir cette pulsion-là ? Bien sûr. L'enjeu, justement, c'est pour ça que je reviens sur le truc de la civilisation. L'enjeu de la civilisation, c'est de dépasser ce genre de pulsion. Encore une fois, la civilisation, c'est quand on dépasse sa violence. Donc, je pense qu'effectivement, la société doit être, comme tu le dis, organisée pour dépasser cette pulsion-là, okay, même si l'individu peut l'avoir. Et comme tu dis tout à fait, ça ne peut pas être un mode d'organisation de sang-froid, etc., de la justice dans une société civilisée. Absolument pas. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de relire Astérix chez les Go, parce qu'il y a des tortures pas mal dans celui-là.
Et ça semblait être chez les Gaules, justement, une occupation du samedi tout à fait banale. L'écartèlement, tout ça, bref. Je pense que le Moyen-Âge, effectivement, faisait partie des spectacles, et c'est bien triste, et ça nous dit beaucoup de choses sur la barbarie de l'époque. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les films, quand ils mettent ce genre de scène, ça choque les gens. Et ça me fait plaisir que ce soit choquant pour tout le monde, parce que heureusement que, quelque part, même si dans 2 minutes on va dire le contraire, on a un petit peu dépassé ce genre d'abomination, quoi. Le lynchage public, la guillotine en public, l'écartèlement. C'est dimanche, chérie, viens, prends ton panier, le pique-nique et tout, on va regarder un mec se faire décapiter, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais je pense qu'il y avait un rôle social de ce genre de choses qui était dissuasif. C'est-à-dire que, et je pense que dans les argumentaires des justiciers, si je puis dire, il y a ça, c'est « Ah oui, mais il faut que les peines soient sévères pour dissuader. » Ok ? Ça, je l'entends, mais il y a peine et peine, c'est-à-dire il faut rembourser, il faut que le remboursement soit extrêmement lourd, l'ostracisme va être extrêmement lourd, mais tout ça, c'est pas la même chose que ce n'est pas de la violence, Et puis, au bout du compte, le scénario qu'on a évoqué où il y a isolement et Alcatraz ou équivalent, c'est pareil, mais ça reste quelque chose qui est non agressif, si je puis dire. C'est pas du tout du même niveau. C'est non violent, pas physique en tout cas. Oui, parce que de nos jours, justement, l'entité qui a le monopole de la violence, c'est l'État, et c'est lui qui sait comment on fait la bonne violence. Il y a la bonne violence et la mauvaise violence. La bonne violence, c'est la violence publique. Par exemple, la guerre. On est en plein dedans, là. Et d'ailleurs, au passage, on va mettre une pique aux minarchistes au passage, parce que le fait que l'État se définisse par le monopole de la violence légale, la caractérisation de l'État, c'est la violence, ou la force, ce qui est pareil, alors que la société libre ne va pas se définir de cette façon-là. La société libre va se définir par la justice. Ok ? Encore une fois, puisqu'il n'y a pas, dans la société libre, il n'y a pas de violence. On ne peut pas définir le libéralisme par la violence. Okay, c'est une société, au contraire, où règne, c'est le fameux état de droit. Hein, on est d'accord ? C'est la différence entre l'état de droit et le droit de l'État. On n'a pas de violence dans une société libre, donc il n'y a pas de monopole de la violence. Donc là, notre société libre ne peut pas se définir par cette violence, qui, par contre, chez les minarchistes, est la caractéristique. Je ne sais pas si je suis clair. Tu vois, mais je remplacerai le mot violence par agression pour pas qu'on nous prenne pour des hippies. Ok. Parce que on est quand même très ouvert à la violence quand il s'agit de se défendre. Enfin, ouvert. C'est pas qu'on l'appelle, mais c'est qu'on n'hésitera pas à le faire si on en a besoin, quoi. La légitime défense, c'est pas la même chose que l'agression. Et quand on parle de force, on est dans l'initiative de la violence. Tu as totalement raison. Donc, effectivement, on va le refaire. L'État se caractérise par la légalité, légitimité implicite, de l'initiative de la violence. Tu as totalement raison. Alors que la société libre se caractérise par la légitimité de la légitime défense. C'est totalement différent. Est-ce que c'est mieux comme ça ? C'est beaucoup mieux comme ça, oui. Et ça permet de conclure. On va conclure sur donc la mort avec son apothéose par le biais de la guerre. Cette semaine, c'est chaud parce que, alors je ne veux pas faire une revue d'actualité, hein, mais on a les frémissements d'un nouveau conflit avec l'Iran, comme si on en avait besoin. Ça fait 2 ans maintenant presque que ça détruit complètement Gaza avec Israël. Enfin, il y a tout ce merdier-là. On a bien sûr l'Ukraine depuis 3 ans, mais ça, ce sont vraiment les conflits qui sont populaires dans les médias, parce que des conflits armés, je pense qu'il y en a un peu partout dans le monde depuis bien longtemps. Puis il y en a qui font plus tellement la presse parce que bon, je pense les Ouïghours. Bon, ça c'est pas un conflit de guerre, c'est plus un conflit intérieur avec la Chine. Oui, mais il doit y en avoir. Il y a des conflits larvés. Oui, des conflits larvés, il doit y en avoir un peu partout, effectivement. Ouais.
Il y a aussi au Moyen-Orient, les États-Unis, là, je ne sais plus comment s'appelle ce pays là qui bombarde sans arrêt autour de l'Arabie Saoudite et tout. Là, j'ai oublié le nom du truc là. Mais bon, bref, c'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ne s'arrête jamais et qu'on a toujours de bons prétextes pour le faire. J'aimerais poser la question aux gens qui votent. Est-ce que vous êtes conscient que vous votez pour ça, puisqu'on est dans une belle démocratie où, quand on vote, on donne un blanc-seing à une entité. On lui dit, voilà, fais ce que tu veux. Et j'ai du mal à saisir comment on peut dire, je ne suis pas d'accord avec la guerre quand on vote. Alors peut-être que je force le trait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Vu que l'État, c'est l'initiateur de la guerre dans toutes les circonstances, à la fois la guerre civile permanente contre son propre peuple, et de temps en temps la guerre chaude à l'extérieur de haute intensité, comme on vient de le dire, est-ce qu'on est conscient que quand on vote, c'est ça qu'on légitime, enfin, c'est derrière ça qu'on peut... Je pense que ça va être la soirée des minarchistes. Je pense que tu as le défaut, comme moi souvent, hein, de raisonner avec une pleine conscience d'un ARCAP. C'est-à-dire que le raisonnement que tu tiens est juste, mais le raisonnement que tu tiens est un raisonnement où tu as complètement pris conscience des ressorts qu'il y a entre le vote, le pouvoir et donc le droit de la guerre, etc. Il y a bien sûr des exceptions, mais j'imagine, tu sais, on va prendre la courbe de Gauss là, du votant moyen, public choice, tu vois, là, on va prendre la courbe de Gauss. Donc, l'immense majorité des votants, tous ceux qui sont au-dessus des 34% de l'écart type, là, tu vois, je pense qu'ils votent sans avoir la moindre conscience de ce que tu racontes. Ils n'ont pas... Oui, mais je le pense sincèrement. Je veux bien me tromper, mais regarde quand tu parles avec les gens, etc., autour de toi, et même des gens, à aucun moment ce genre de choses n'intervient dans le raisonnement. Ils n'ont pas du tout conscience que quand ils ont voté pour Macron et surtout contre Marine Le Pen, je me fous de Marine Le Pen, ils ont en fait voté pour un mec qui, clairement, depuis, c'est peut-être déjà, a un agenda belliqueux, comme il y a longtemps qu'on n'avait pas vu, et personne n'en parle. À quel moment vois-tu dans le quotidien quelqu'un qui te dit « Mon Dieu, si je m'étais rendu compte que Macron est un tel belliqueux, qui va nous amener la guerre, etc., je n'aurais jamais voté pour lui ». Tu entends souvent dire ça? Alors, depuis quelques jours, je lis ce genre de réaction de la part d'Américains qui se réveillent sur le cas de la trompe. Ah, okay. Si j'avais su qu'il allait faire la guerre avec autant d'intensité, qu'il allait déclencher des nouveaux conflits avec l'Iran et compagnie, j'aurais pas voté pour lui. Ok. Mais attention, excuse-moi. Qu'il y en ait qui réagissent comme ça, sans doute. Est-ce que... Encore, je reprends ma courbe de Gauss. Là, j'ai l'impression que tu es sur... Je suis sur le côté droit du truc, là, sur les 130 et plus, ouais. Est-ce que dans la cloche, là, est-ce que tu entends des gens raisonner de cette manière-là? Moi, personnellement, je n'en entends pas. Des gens qui font le lien entre je vote, donc je donne mon blanc-seing. J'ai une anecdote sur le blanc-seing, tiens, au passage. Je donne mon blanc-seing à quelqu'un qui en puissance pourra aller revendiquer de faire la guerre à Poutine ou à peu importe qui, qui en votant se pose cette question-là, hein, qui, quand il voit Macron appeler à 800 milliards de budget pour pouvoir faire la guerre, se pose la question et se disent jamais je ne voterai plus pour lui, ou d'ailleurs jamais je voterai du tout. Combien de gens se disent ça? Qu'il y en ait, peut-être. Mais combien de journalistes disent ça? Combien de faiseurs d'opinion disent ça? Combien de minarchistes disent ça? Ah, mais les minarchistes, ils sont forts pour justifier ce genre de conneries, parce que c'est toujours le moindre pire. Donc, ouais, d'accord, Macron, c'est une ordure, mais Mélenchon, il aurait fait 2 fois plus de guerre, t'imagines? Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent que le fait de voter, je m'en fous pour qui, en fait. On n'a rien à foutre que ce soit Macron, là.
Mais la machine qui s'appelle l'État, c'est pour elle que tu votes, même si tu votes pour le gars qui n'a pas été élu, c'est pas grave. Tu as mis une pièce dans la machine et elle va faire la guerre, cette machine, tout le temps. C'est sa seule raison d'être. C'est ça. Les gens ne voient pas non plus que c'est pas Macron qui importe. C'est pas le ministre truc machin. À Bercy, les gens qui sont à Bercy, ce sont eux qui font Bercy. C'est pas le ministère de l'économie et des finances qui fait Bercy. C'est Bercy qui fait le ministère. C'est pas Macron qui fait la politique, c'est la politique qui fait Macron. Voilà. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui c'est en ce moment là, Bétaillot, je sais plus comment il s'appelle. C'est le ministère qui fait, c'est le ministère qui fait le ministre. Les projets de ces trucs-là sont plus pérennes et le personnel de ces trucs-là sont plus pérennes que ces gens-là. Il y a une influence, je veux bien, mais en fait, le point, c'est que quand tu votes, tu ne fais jamais que donner un ticket de plus et remettre un truc dans la machine pour que le système continue. Et donc, les ministères continuent, la machine militaire continue, la tendance à la guerre continue. Effectivement. Donc, mais encore une fois, même question. Combien de gens posent cette question ou s'en rendent compte ou font le lien? C'est au mieux marginal. Totalement marginal. Et combien de libéraux vont se dire « Ah, mais en fait, la démocratie, c'est la démocratie qui caractérise la démocratie, donc il ne faut pas voter parce que la démocratie ne peut pas être libérale. » Tout ça, je mélange un peu, mais en fait, je ne mélange pas, c'est le même truc. Ouais. C'est le problème, c'est le même truc. En gros, quand on vote pour la mort. On vote pour la guerre. On vote pour la guerre, oui, c'est ça, on vote pour la guerre. On vote pour la guerre, mais on vote pour la mort en général. Je veux dire, au début de cette conversation, on a passé 5 minutes à parler du ministère de la mort qui fait mourir les gens au lieu de les soigner parce que c'est moins cher et puis que ça les arrange. Mais c'est le cas pour tous les domaines parce que si on considère, je sais pas, l'instruction, les routes, n'importe quoi, tout est fait dans un seul intérêt, c'est celui de la machine. Peu importe qui va mourir derrière ou qui va vivre mal et dans la misère. Bien sûr. Oui, on pourrait dire l'éducation nationale périclite, qui est un fait objectif. Le fait que l'éducation nationale périclite fait que les gens qui en sortent ont moins de chances dans la vie que ceux de la génération d'avant. Donc, forcément, ils ont une espérance de vie moindre, quelque part, en moyenne, en tendance. Voilà. Et donc, effectivement, au fur et à mesure que l'éducation nationale périclite, elle génère, elle contribue à raccourcir l'espérance de vie des gens qui sont passés par ces processus. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire, effectivement. Et n'importe quel autre domaine qui va donc devenir un monopole, je parle des domaines dont l'État s'arroge le monopole, va subir justement les travers du communisme. Ça plonge systématiquement les gens un peu plus dans la misère, ou disons que ça diminue leur richesse, et à un moment donné, il y a toujours des gens qui sont au niveau de survie qui vont passer en dessous. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Oui, c'est des échecs à 10 niveaux, mais c'est totalement vrai. Effectivement, tous les domaines où intervient l'État, comme l'intervention de l'État ne peut jamais être bénéfique, elle est toujours négative, forcément la tendance est à la baisse de qualité au sens très général dans tous les domaines. Donc, de manière générale, toutes les facettes de la vie ont tendance à péricliter, en fait. Merci, mais voilà. Alors, il y a un point quand même sur lequel il faut revenir. Et donc, effectivement, la machine démocratique, étatique, a tendance, effectivement, à générer de la mort plus vite que les générations d'avant. C'est tout à fait vrai. Alors, quand même, on te dira, ah oui, mais non, machin, c'est pas ce qu'on observe, etc. C'est pas ce qu'on observe parce que le capitalisme arrive encore à compenser tout cela. Et que on avait fait... Voilà. C'est la vidéo qu'on a fait sur les exponentiels, ça. Voilà. C'est le capitalisme arrive encore à compenser, mais jusqu'à quand? Je renvoie aux vidéos sur les exponentiels, je renvoie aux vidéos sur 1984, qui sont exactement sur ce sujet-là. Mais la mécanique étatique est une mécanique
vers la décivilisation, l'appauvrissement et la baisse de l'espérance de vie, très clairement. On va conclure sur la mort avec une dernière petite pique aux minarxistes, avec notre clown en chef. Celle-là, je l'ai adorée. Oui. Ah oui. Je vais le lire là, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'écoutent sans la vidéo. Alors, je vais le lire en français. C'est un message. Alors, moi, je n'ai pas vérifié la source, hein, mais c'est soi-disant un message de Xavier Milei, donc je ne sais pas comment l'appeler. Il est factuellement président de la République argentine. Le président de l'Argentine. Israël mène la guerre de l'Occident. Il faut noter qu'Israël n'est pas seulement attaqué par l'Iran, mais aussi par des terroristes, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Mais en même temps, Israël est aussi attaqué par la gauche. Il y a une véritable diabolisation d'Israël, et en particulier de mon cher ami Bibi Netanyahou. Les médias mentent ouvertement. Au fond, Israël est attaqué pour 2 raisons. Par les théocratiques, parce qu'ils veulent le faire disparaître, et par la gauche, principalement parce qu'Israël est le fondement du système capitaliste. Le fondement moral du capitalisme est la culture judéo-chrétienne. Il est donc lié à l'effondrement des valeurs occidentales. N'ayant pas peur des mots. J'avais une piètre opinion de ce porc depuis le début, pire que toi, parce que toi, tu lui as parlé, donc tu avais plus de... Puis bon, on était un peu dubitatif au début, mais là, sans déconner, je me retiens de ne pas être extrêmement grossier à son égard. Extrêmement grossier. Moi, je vais dire comment j'ai réagi à ce truc-là. J'ai fait un petit commentaire très simple, en forme de pirouette, qui dit si l'Iran est une théocratie, etc., à ce moment-là, l'Argentine est une clownocratie. Et puis, sans faire de jeu de mots, de toute façon, qu'est-ce qui n'est pas théocratique dans une démocratie ou dans une république? On a simplement remplacé Dieu par une cochonnerie complètement immatérielle qui s'appelle l'État, quoi. Oui. Mais oui, ce message mériterait quasiment une vidéo à lui tout seul. Hein. Mais oui, on ne peut pas... alors, on va prendre du recul. On ne peut pas être pour la guerre, et encore moins quand on est pour la liberté. Quiconque se dit ou a pu se dire pour la civilisation, pour la liberté, ne peut pas être pour la guerre, quelle qu'elle soit. Et l'argument qui consiste à dire qu'on lutte contre le terrorisme est un faux argument, parce que le terrorisme est toujours un effet de l'État. Donc, de toute façon, l'État, c'est le terroriste qui a réussi. Donc, bon, je l'arrête exactement. Donc, de toute façon, cet argument ne tient absolument pas. Quiconque aime la liberté ne peut que souhaiter, d'une manière ou d'une autre, ne peut que souhaiter de sortir de ça, et avant même de parler de pacifisme, machin, au moins être neutre. L'Argentine était neutre, elle aurait dû rester neutre. Alors, je passe sur le fait d'appeler mon très cher ami le porc israélien aux commandes en ce moment, n'est-ce pas ? Je ne suis même pas là, tu vois. Voilà. Mais juste pour la conclusion de la conclusion, d'invoquer Israël comme le berceau du capitalisme, attaqué par la gauche, mais sans déconner, à quel niveau de débilité il va s'enfoncer, ce débile, putain, mais ça y est, ça m'énerve. C'est peut-être parce que j'ai pas mangé assez de fromage ce matin, mais... La gauche, on n'a rien à foutre d'Israël en général. C'est le non, mais je parle en général. Là, évidemment, qu'ils s'en préoccupent depuis qu'il y a des massacres depuis 1 an et demi. Mais leur fer de lance, c'est le capitalisme. Et je vois pas en quoi Israël serait le berceau du capitalisme. C'est un pays qui existe depuis 60 ans. Bon, ok, 80 ans. Si on remonte à 2000 ans, mais non. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui tient dans ce message. C'est une grotesquerie sans limite. Oui. On est d'accord. Bref, je ne sais plus quoi dire tellement mais ça n'est absolument pas digne de quelqu'un qui se dit libertarien, encore une fois. C'est pour ça que je répète que je crois que abandonner le terme, ça fait chier de perdre cette bataille sémantique, mais d'être associé à ce genre de porc, ça commence vraiment à me peser.
c'est vraiment un porc. Je suis désolé pour ses fans qui l'admirent là, mais c'est un porc. Ouais, moi je pars d'un principe. Perso, je pars d'un principe un peu différent. C'est Mhm. lui qui se tente de s'associer Ouais, ouais. associer à moi. C'est pas moi qui m'associe à lui. Je comprends ça, mais c'est quand même lui qui a le pognon et qui a les moyens médiatiques qui fait. C'est comme le terme libéral. C'est devenu tellement toxique ce truc-là que bon, c'est toujours ambigu de l'utiliser parce qu'on se fait confondre déjà avec des Je sais bien. libertaires et en plus avec Je des sais gauchistes bien. américains, quoi. Donc bon, Je sais bien, mais vieux sujet. Je ne sais pas si j'ai assez insulté Milei aujourd'hui parce que ça m'énerve là d'une façon prodigieuse. Ce message, je ne m'attendais pas. Je l'ai découvert ce matin par maître Arthur. Merci Arthur. Tu m'as bien fait monter la pression. Mais c'est une surprise très désagréable, surtout pour le premier jour de l'été. Mais ça allait bien avec le thème d'aujourd'hui, la mort. Il est en plein dedans, Xavier. Il est en plein en faveur de la mort. Je trouve ça fantastique. Bravo. c'est un désastre. C'est un désastre complet. Donc j'espère que cette vidéo de son bilan de mi-mandat sera en chantier bientôt avec tous les gens qui ont des informations sur ça. Et j'attends ça avec une vive impatience. Je te remercie beaucoup Stéphane pour cette conversation. C'était très lugubre, c'était très macabre. Moi, c'est bien mon environnement quotidien en termes de... On la laisse en héritage. Ouais, voilà. Bravo. Je savais que tu allais finir comme ça. Donc, je te fais des grosses bises pour cette première journée d'été et puis on se reparle très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.